Europe 1. Patrick Cohen. Noël sans mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. En ce 1er mai, et en voyant que la rédaction d'Europe 1 est au complet, ce qui vous a surpris, je vous ai vu arriver, vous constatez avec ravissement que la passion d'informer est décidément plus forte que tout. C'est magnifique Patrick, j'en ai presque les larmes aux yeux. Pourtant je ne suis pas surpris de ce zèle. Bosser un 1er mai, c'est tout nous ça. Nos fans connaissent notre devise. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oui, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Et derrière cette formidable abnégation qui nous a poussé ce matin à nous lever, à nous mettre à l'ouvrage, qui plus est sans journaux, alors que nous aurions pu, comme vous, rester sous la couette à murmurer des mots d'amour à nos conjoints respectifs, qu'ils soient légitimes ou adultères. Sarah perché ti amo, Patrick. Oh là là. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Derrière notre décision de bosser un 1er mai, il y a bien sûr un certain sens du devoir, une passion pour le journalisme, le goût du travail bien fait, c'est évident. Mais surtout, avouons-le Patrick, cette question... Combien ça rapporte ? En effet, une consultation rapide du site legifrance.fr, le site référence du Code de travail, nous apprend, je cite, que le 1er mai est le seul jour de travail férié qui doit obligatoirement être chômé pour tous les salariés du secteur privé. Or, la présence sur cette antenne de nombreuses pubs, fussent-elles de qualité, indique clairement que nous avons affaire à une entreprise privée. Fort de ce rappel au droit, la compta nous l'a annoncé hier, alors que Julie venait de déclarer qu'elle ne viendrait pas, on sera bien payé double. Ah. Et oui, finalement, le sens du devoir a été plus fort, Julie a décidé de venir. Comme chacun d'entre nous, et franchement, vu la pauvreté de l'actu ce matin, on pourrait même être payé triple que ça serait pas du vol. Donc pas de journaux, restent les articles à la une de Google Actu. 1er mai sous la neige en Normandie, le muguet va-t-il geler ? Le rocher en deuil, disparition tragique de l'éléphant de Stéphanie de Monaco, sick. Ou encore, tendance, vous allez changer d'avis sur le brocoli. Dans le genre, on s'en fout, à part l'électrolyse à la choucroute, cher à Patrick Cohen, Oui, on peut difficilement faire plus anecdotique, même si Patrick l'a déjà fait. Bientôt, il y aura aussi des scarabées sapeurs-pompiers. Et là, c'est tout le talent de Patrick. Réussir à simuler l'engouement pour quelque chose qui a priori ne l'appelle pas. Dernier exemple en date face à Ariel Dombal qui nous expliquait qu'elle chantait vraiment et que ses musiciens étaient sur scène avec elle. Nous chantons vraiment, notre orchestre est sur la scène et on a des danseurs. Oui, oui. Ah super. Ah oui, comment s'extasier un peu de frais. Oui. Bref, mon conseil aujourd'hui, restez à la maison et réécoutez en podcast Au cœur de l'histoire. Même si après plus de 1400 numéros, Franck Ferrand commence un peu à galérer sur les thèmes. Nous revenons sur un grand moment de l'histoire, celui de la naissance du tiercé Franck. Oui, il faut bien meubler chaque jour un thème. Bon, Franck Ferrand qui vendredi dernier visiblement émoustillé par la description qu'il faisait d'une jument célèbre brisait un des tout derniers tabous de notre société. Francky s'est emporté, la remarque est partie toute seule. Sa musculature est puissante, les membres parfaitement proportionnés, jarrets larges, secs et plats, la crinière est longue, elle est frémissante, la queue est fournie, belle croupe large. Pour un peu, on se mettrait à la place de ce cheval. Le d'ordinaire si pudique et réservé Franck Ferrand a-t-il vraiment dit à l'antenne qu'en voyant cette jument, il aurait aimé être à la place du cheval ? Europe1.fr, rubrique podcast. En attendant, je vous laisse avec Patrick, les talons de l'info. Autant dire que les saillies ne doivent pas être données. Oh, je vous confirme, Franck, je vous confirme. Mathieu Noël, on vous retrouve tout à l'heure à midi. On n'a plus le temps de donner le sommaire. Non, mais ça sera super, on parlera de l'OM. Allez, l'OM. Et je vous rappelle que les journalistes ne sont pas payés double. Le 1er mai. Ah bon ? Non, moi c'est si, en tout cas, j'ai négocié. non, c'est notre convention collective. Ah, on n'est mince. pas payé double. Les journalistes ne sont pas payés double. On est payé à tarif normal. Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Noël sans mêle, Mathieu Noël, alors qu'hier soir Zinedine Zidane emmenait pour la 3e fois d'affilée ses joueurs en finale de Ligue des Champions. Ce matin, vous interrogez, la notion de destin. Oui, je vais effectivement faire ça, Patrick, et j'espère que vous parviendrez à me suivre sur les sentiers escarpés de la réflexion philosophique. Vous qui n'avez pas l'air très doué pour la randonnée. Il faut en revenir à la distinction que fait Kant entre l'impératif catégorique et les impératifs hypothétiques. Mais d'abord, Patrick, au nom de toute la rédaction, j'aimerais déjà dire mon soulagement qu'on soit le 2 mai et qu'on ait donc passé cette journée noire pour le journalisme qui est toujours invariablement le 1er mai. Pour vous, oui. Date à laquelle, pour vous aussi, vous allez voir, faute de journaux et tout le monde étant en congé à part nous, on est obligé de broder avec des reportages sur les vendeurs de muguet dont la bonne humeur peut être communicative mais aussi parfois flippante. Ah bah moi je suis très bonne vendeuse. Un petit manteau bien chaud et beaucoup d'amour. Oui, comme quoi, de l'info feel good à l'info feel bad, il n'y a parfois qu'un pas. Un petit bras de muguet, Excel. Bonjour l'angoisse. Oui, bref, heureusement, le 1er mai est derrière nous. L'actu, la vraie, reprend ses droits. L'occasion pour moi d'interroger, disais-je, la notion de destin.
Oui, quand j'interroge la notion de destin, on fout la 9e de Beethoven, histoire d'indiquer à l'auditeur le saut qualitatif par rapport aux fois où je me contente d'imiter Patrick Bosso. Ah, capricieux destin, ne sommes-nous donc que des marionnettes suspendues au fil invisible de ton bon vouloir? Et derrière l'illusion du libre arbitre, n'est-ce au fond que toi seul qui décide qui, comment et quand? Quand où on écoute Europe 1 sur 105.9. Merci Julie de me soutenir dans ma montée en gamme. Oui, l'idée que certains auraient un destin et d'autres non est dérangeante. Maxime Le Forestier disait, je prends Maxime Le Forestier parce que j'ai vu qu'avec Kant vous aviez un peu de mal Patrick, Maxime Le Forestier disait, si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Oui mais voilà, la vie semble copieusement s'en foutre de se comporter bien ou mal. En effet, si elle se soucie un tant soit peu d'équité, elle ne permettrait pas qu'un type soit dans une seule vie le meilleur joueur de foot du monde, puis après un tout petit intermède de loose où il a été l'égérie leader prize, le meilleur entraîneur du monde. Hier soir, Zidane, alias Dieu, a une fois de plus qualifié le Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. Action aussi banale pour lui que l'achat d'une baguette de pain pour nous. Mais à la performance, il a cette fois ajouté le prodige, faire marquer Karim Benzema. Ça paraît incroyable. Et oui Patrick, c'est pourquoi, avant qu'il ne se lasse de tout réussir si facilement, lui avec qui même Julie réussirait des reprises de volée pleine lucarne en talon de 12 avec Laurent Cabrol sur le dos, je lance ce matin un défi à Zidane. Zizou, viens coacher Europe 1. Toi qui as réussi à discipliner le génie de Ronaldo, aide-nous à discipliner le génie de Cohen qui parfois s'en mêle les pinceaux. Madame, merci, on vous écoute, c'est à vous. Madame, monsieur, pardon. Madame, merci. Avec un monsieur. Madame, monsieur, merci, on s'en fout. Zizou, toi qui as su recadrer le fantasque Modric pour qu'il cesse de se disperser et se concentre sur le jeu, viens recadrer Laurent Cabrol pour qu'il cesse de se disperser et qu'il se concentre sur la météo. Ah, ça change, mais moi, je n'ai pas changé. Bref, Zizou, viens vite. Julie, un dernier mot pour souligner l'urgence de la situation. Oh bah si j'aurais su. Tu vois Zindine, quand je dis qu'il n'y a plus que toi. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi évidemment, avec toute l'équipe, avec Eva Rock, Guy Carlier. Ainsi que Grégoire Martinez et Nicolas Caro qui nous parlera littérature comme d'habitude. Et Grégoire Martinez nous parlera de la très bonne santé du streaming musical. Patrick Cohen, c'est à vous. Noël s'en mêle. Mathieu, vous estimez que ces derniers temps, vous avez été trop bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron, pour lequel vous avez même confessé une certaine fascination. C'est vrai. C'est pourquoi ce matin, vous me faites lire des trucs, mais franchement, vous vous félicitez qu'à 8h15, je donne la parole à quelqu'un qui n'est pas du tout fan de lui. Oui, Patrick, à 8h15, vous recevez Jean-Pierre Raffarin, ancien président du Conseil national de LR, désormais membre actif avec Alain Juppé et Christian Estrosi des Emmanuelettes. Ces anciens cadres de la droite, aujourd'hui membres de l'opposition, qui, au lieu de critiquer la politique de Macron, dansent derrière lui avec un sourire ravi et lui cirent les pompes entre chaque rappel avec autant d'entrain et d'application que feu les Claudettes, espérant peut-être qu'en retour, un peu de la modernité de notre formidable président bilingue rejaillisse sur eux. Magnolia Forever. Comment tu prononces? Forever. Forever. Magnolia Forever. Les Emmanuelettes le savent, Patrick. Et ils le savent. Un soutien efficace à leur idole passe par une grande discrétion. Nous-mêmes à Europe 1, on fait très attention à ne pas donner aux auditeurs des indices qui pourraient leur laisser penser qu'on roule pour le président. Une grande radio se doit d'être neutre. Prudence particulièrement grande du côté d'Hélène Jouan, chef du service politique, dont bien malin qui devinera pour qui elle vote. En marche. Bref, entre le bilan en demi-teinte de son séjour à Washington et son annonce polémique de la fin de l'exit tax, qui ressemble à un nouveau cadeau fait aux super riches, à en croire la réaction de l'éditorialiste star d'Europe 1, Axel de Tarlet, c'est le jackpot intégral. Le moment semble propice à ce qu'on se montre, tous autant que nous sommes, un peu plus critiques à l'égard de la politique menée par l'Élysée. D'où cette idée assez fut-fut, je dois dire, d'accueillir ce matin le féroce, le pugnace, le cogneur du Poitou, Jean-Pierre Raffarin. Allez Jean-Pierre, on met les gants, on monte sur le ring. Oublie pas que Macron a quand même tué toute ta famille politique. On veut de la contradiction, on veut des tacles, on veut du frontal, du high kick dans la glotte à Manu. Allez Jean-Pierre, esprit critique. Avec Trump, il a quand même reculé sur tout. Il est clair que le leadership aujourd'hui est de retour pour ce qui est de la France sur le plan international. Ah non, non. Aujourd'hui, Emmanuel Macron pousse un certain nombre de dossiers avec une forme, je dirais, séduisante, mais en même temps énergique. Oui. Il est au fond un homme libre qui parle à tout le monde. Voilà, non Jean-Pierre, tu es dans l'opposition. L'opposition, youhou! Sur la fin de l'exit tax, sur la bromance avec Trump alors qu'il a rien obtenu sur l'Iran. Que dites-vous à Macron? Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, que ton oreiller ressemble au chandelier, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime! Oui mais non, enfin tout de même, monsieur Raffarin, il y a dans ce pays une contestation, une colère, on le voit à la SNCF, on l'a vu avec les Black Blocs, on le voit dans les facs. Que dites-vous à ces jeunes qui ne veulent pas de la politique du gouvernement? Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie, c'est ton visage.
Bon, eh bien vous voyez Patrick, un vent de fronde souffle chez les Emmanuelettes. Fini l'état de grâce pour Emmanuel Macron qui va désormais trouver sur sa route une opposition déterminée et à peu près aussi convaincante que l'imitation du dauphin par Daphné Burki hier. Ça me donne envie de faire le dauphin. Non, attendez, comment vous faites le dauphin? Ah d'accord. Voilà, je crois que Macron a encore un bon chemin devant lui. C'est le vrai flipper qu'on vient d'entendre, effectivement. C'est très bien. Ça fait flippant surtout. C'est une imitation qui fait flipper, voilà, c'est ça. Rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël. Dans la vanne, Patrick. Oui. Tout à l'heure, la manne économique des festivals en France avec François Geffrier, des bons conseils pour les festivals de l'été. Et puis RG, la valeur sûre des ventes aux enchères avec Thierry Geffrotte. Europe 1. Il est 8h-5, Patrick Cohen. Noël. Oh, Mathieu Noël, bonjour. Oui. Bonjour à tous. Après la qualification in extremis hier soir de l'OM pour la finale de l'Europa League, on attendait ce matin votre neveu marseillais, Panis Noël. Déception, ce n'est que vous? Effectivement, Patrick, comme vous le dites, avec ce don que vous avez pour mettre en avant vos collaborateurs, ce n'est que moi. Mes neveux Panis et Bouzig Noël étant actuellement dans la Fuego sur le chemin du retour de Salzbourg. Et leur dernier SMS étant « Tout va bien tonton, on est bientôt à Vienne », qui est dans la direction opposée à Marseille, vous comprendrez qu'ils ne sont pas en état d'analyser, comme je m'apprête à le faire, l'incroyable scénario de cette demi-finale d'Europa League. Car oui, Patrick, piqué au vif par votre remarque blessante ce matin en conférence de rédaction à mon endroit, puisque vous avez dit, je cite, « Oh, Mathieu, à part imiter Patrick Bosso, il y connaît rien au foot. » C'est vrai. J'ai décidé de vous donner une petite leçon. Alors déjà, mon bonhomme, avant toute chose, quand on prétend remettre en cause les compétences des autres, on essaie d'abord d'être irréprochable soi-même. Or, quand on démarre l'interview d'un dirigeant de la SNCF par cette question... Il est encore loin, à votre avis, le bout du tunnel, comme on dit chez vous? Mieux vaut, je crois, se faire tout petit. Deuxio, sachez Cohen que le football coule dans mes veines. Et que contrairement à la plupart de mes confrères parisiens, chez qui l'enthousiasme opportuniste pour l'ON somme faux, comme Jean-Philippe Ballas... Et puis ce soir, on vous met le feu. Jean-Philippe Ballas, qui jusqu'à hier encore pensait que Rolando était le frère de Dalida. Moi, je suis un vrai fan de l'OM. Et c'est pourquoi, pour analyser le match, j'ai choisi de faire appel aux supporters marseillais, qui sont, Patrick, comme chacun sait, de formidables... Menteurs invétérés au comportement mafieux. Non, Patrick, de formidables connaisseurs du ballon rond. Des aficionados éclairés qui, hier soir, sur le Vieux-Port, livraient du match une analyse assez technique. Bon les gars, l'OM est en finale et l'OM va aller à Lyon surtout. Super match, franchement c'était difficile. Un but double hors jeu, après on se fait un peu voler, c'est pas grave, mais sur la fin on les a bien niqués. Une expertise nuancée, une science du jeu qui n'empêche pas l'émotion parfois d'affleurer et de s'inviter dans l'analyse. C'est beau, c'est de l'émotion. On a eu peur. Oh attends, c'est pas qu'on a eu peur, c'est qu'on s'est un peu chié dessus quand même. C'est même caillé comme on dit à Marseille. C'est joliment dit. Et c'est vrai, Patrick, hier soir, on est passé par toutes les émotions. Après avoir longtemps dominé, l'OM s'est pris 2 buts, prolongation, et alors que la redoutable séance des tirs au but se profilait, un remplaçant, Rolando, visiblement pas déstabilisé par un nom qui le prédestinait plutôt à chanter Gigi Lamoroso avec un beau autour du cou chez Michou, surgissait pour le 2-1, synonyme de qualification. Bravo Rolando. Dans l'euphorie, sur la Canebière, on entendit alors des phrases échappant à toute logique comme « C'est le monde entier qui est en folie. Il n'y a personne qui peut comprendre ça. » Si le monde entier est en folie, je ne vois pas trop comment parallèlement personne ne pourrait comprendre ça, mais bon, l'important c'est qu'on soit passé et on a eu chaud. Peu avant la délivrance, l'OM avait été victime d'une terrible erreur d'arbitrage, l'arbitre oubliant un penalty. Heureusement, il devait se rattraper un peu après en accordant un corner imaginaire. Un bémol, une ombre à cette soirée? Pensez-vous, Patrick? À Marseille, la victoire est encore plus belle quand les dés sont un peu pipés. Je vous dis, c'est le patron des braqueurs. En plus, on marque sur un corner qui n'existe pas. Mais non, ça c'est le plus beau ça. Ah oui, ah bah ça c'est le plus beau. Car battre l'adversaire c'est bien, l'arnaquer c'est quand même mieux. Tout va bien, tonton, on arrive à Bratislava? Oh, fatche de con. Mathieu Noël, on vous retrouve à midi pour un vrai débrief football, non? Même pas? Non, des vins à moins de 5 €. Qu'est-ce que ça vaut? Par Olivier Pouls de la Revue du Vin de France. Et Diane Chenouda sera là aussi, gage de rire supplémentaire. Ça va être une belle émission, je pense, à midi. Ah oui. Merci Mathieu. Europe 1. Il est 7h55, Maxime Switek. Noël s'en mêle avec vous, Mathieu Noël. Mathieu, aujourd'hui pour le premier anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Elysée, des sondages favorables, des commentaires flatteurs dans la presse, un documentaire assez géographique ce soir à la télé, c'est ce que vous dites. Mais il ne faut pas compter sur vous pour céder à cette Macron-mania. Oh, certainement pas, Maxime. Vous me connaissez, impartialité et pondération sont mes maîtres mots, un peu comme Hélène Jouan, toujours très critique à l'égard de l'action d'Emmanuel Macron et qui, à l'heure de ce premier bilan, je le sais, n'hésitera pas à lui dire ce qu'elle pense. Happy birthday, Mr. President.
Et oui, mon petit Sweetex, c'est violent, mais c'est ça le journalisme. Porter la plume dans la plaie. C'est pourquoi je diviserai aujourd'hui ma chronique en 3 parties. Grand 1, Emmanuel Macron, derrière le succès des réformes et la baisse du chômage, les secrets du magicien du Touquet, que le monde entier nous envie et surkiffe. Grand 2, bilan critique de l'action présidentielle. Petit A, les grandes réussites. Petit B, les super grandes réussites. Et enfin, grand 3, le porte-parole de l'Elysée, Bruno Roger-Petit, a-t-il vraiment comparé Emmanuel Macron à un roi guérissant les pauvres en les touchant? Ou bien le cannabis a été légalisé en France et on m'a pas prévenu? On va peut-être commencer par là d'ailleurs, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on se demande à quoi tourne Bruno Roger-Petit. La drogue. Bien sûr, Excel, mais laquelle? Laquelle? On commence à y voir plus clair puisque le JDD dévoilait hier un rapport du think tank Génération Libre, rapport qui prône la légalisation du cannabis et qui a donc visiblement lancé les premières expérimentations. Les volontaires, Bruno Roger-Petit, ex-journaliste, chauffeur de salle à l'Elysée, et Philippe de Villiers, forain au Puy du Fou. Les premières conclusions permettent de dire que c'est de la bonne, là-dessus, aucun doute. Après, sur la question des effets secondaires, faudra affiner avec un scanner cérébral, mais il y a clairement des lésions. Alors accrochez-vous à ce que vous pouvez, votre micro, votre voisin, Ombline. Interrogé dans Le Monde sur le goût du président pour les bains de foule, Roger-Petit déclare donc, je cite: pour lui, le toucher est fondamental. C'est un toucher performatif. Le roi de touche, Dieu te guérit, il y a là une forme de transcendance. Plus de cam pour Roger. Merde les gars, on avait dit mollo sur le côté monarchique, faut arrêter de se tirer des balles dans le pied. Mince, en parlant de balles dans le pied, vous avez pensé à appeler De Villiers histoire de s'assurer qu'ils disent pas de conneries dans les journaux? Car oui Maxime, Philippe De Villiers, en termes de gaffe, c'est François Pignon dans les films de Weber. Il veut être gentil, mais c'est souvent contre-productif. Et ce matin dans l'IB, alors que tout le staff de communication de l'Elysée essaye de repositionner Macron plus à gauche, de casser l'image de président des riches, le vicomte Pignon, un ami qui vous veut du bien, déclare carrément sans embâche: Macron a compris qu'il fallait restaurer la fonction présidentielle et que par conséquent, il lui fallait habiter le corps des rois. On y retourne. Ouais, passe le chichon, Philou, on va se faire un gros bang, tu vas voir. Ça va faire son et lumière comme au Puy du Fou. Ah, quelle belle journée, Maxime. Par la grâce de notre bon sire Emmanuel Ier, le soleil brille sur toute la France, du comté d'Anjou au duché d'Aquitaine. Alors tâchez, jeune Sweetex, d'être à la hauteur de la tâche qui vous est confiée. Remplacez sa seigneurie Cohen. Sachez notamment que le maître des lieux est très à cheval sur les liaisons. Vous veillerez donc à toutes les respecter, même les plus ridicules. Merci de nous suivre dans Europe Matin. Et oui, chers auditeurs, merci d'écouter Europe Matin. Merci à Mathieu Noël. Mathieu, rien ne s'oppose à midi, il n'y a pas de liaison à faire là-dedans. Pas de liaison, tout est simple, comme dans toutes mes émissions. Et aujourd'hui, un invité exceptionnel. Déjà, c'est exceptionnel qu'on a un invité. On a rarement, c'est Alain Chamfort, qu'on adore pour son nouvel album qui est magnifique. Avec les micro-sillons. Avec la magnifique Cette chanson est magnifique. On est d'accord. Je la chante peut-être en duo avec lui. Ah bah oui. Non, ça va faire fuir les gens. Non, il la chantera tout seul. Europe 1. Il est 7h55, la suite d'Europe Matin avec Maxime Sweetex. Et avec Mathieu Noël. Mathieu, ce matin de finale de la Coupe de France, de la finale de la Coupe de France à la situation Air France en passant par l'investiture de Vladimir Poutine, on en parlait. Vous allez nous offrir un tour d'horizon complet de l'actualité et ce alors même que ce 8 mai n'est pas payé double. Et oui Maxime, je sais, c'est admirable. Faut-il aimer le bénévolat pour vous offrir aujourd'hui, sans compensation salariale adéquate, une chronique si riche alors qu'un petit best-of serait passé comme une lettre à la poste? Pas du tout. À l'époque où la poste fonctionnait 100 ans. L'info aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord ce double rêve. Le petit club amateur des herbiers en finale de la Coupe de France et le petit Maxime Sweetex qui présente la matinale d'Europe 1. Hier, hébergés à Clairefontaine, le fief des Bleus, les amateurs vendéens n'en revenaient pas de dormir dans les mêmes chambres que leurs idoles. J'ai respiré l'air de Zidane, s'exclamait l'un d'entre eux. Émotion similaire ce matin pour Maxime Sweetex. Tu te rends compte, Mathieu, je respire l'air de Patrick Cohen, me confiait-il tout à l'heure. Des étoiles dans les yeux. Lui qui chaque matin au petit déjeuner écoute, admiratif et envieux, la sublime voix de miel du Barry White arcachonnais. Excellent réveil avec Marion Lagardère. En touillant sa chicorée, Maxime s'exclame: J'aime cette grosse voix. Et il se promet d'économiser pour un traitement hormonal. Fatalement, cette semaine, comme un enfant qui joue à imiter son papa lorsqu'il se retrouve seul dans son bureau, Maxime s'amuse comme un fou. On lui présente tout le monde. Ça, tu vois, Maxou, c'est Ombline. Et à quoi elle sert? À donner l'heure, comme Siri. Avec les journaux qu'on lui apporte, il fait des petites cocottes en papier qu'il lance sur Vincent Herouette qui s'écrit: il est débile. Bref, on rigole. Mais on bosse aussi. D'autant que l'actualité, notamment Air France, offre à Maxime l'opportunité de belles métaphores aériennes. Ah, ça, des idées de lancement, le petit en a. On connaissait les avions sans ailes, voici les compagnies sans patron. Ah, c'est pas mal, alors, non? j'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, j'ai dit qu'il avait des idées. Alors évidemment, l'intérim n'est pas facile. Patrick Cohen a placé la barre si haut. Sur la crise à Air France, par exemple, que raconter de plus quand tout a déjà été dit, et si bien, avec des experts comme Axel de Tarlet? Un pilote, ça vole. Un pilote, c'est dans les airs. Ça finit toujours par atterrir. Hein. Oui, mais pas longtemps, après ça redécolle. Voilà. Ouais, c'était bien aussi, ça. Autre accueil à éviter, ne pas donner trop de place à des sujets anecdotiques comme l'accord sur le nucléaire iranien ou l'Arménie et se concentrer sur l'essentiel.
Et puis une chorale de mamies franc-comtoises qui cartonne sur YouTube avec la reprise d'un tube de Zaz. Europe 1 est allé les voir. Eh oui, Europe 1 n'a que ça à foutre. Alors à force d'aller à l'essentiel, plus le temps hélas de vous livrer mon édito sur le retour du tandem Poutine-Medvedev en Russie. Oh, c'est dommage. Un édito qui pourtant déjouait tous les clichés puisqu'il démarrait ainsi. Ah, fascinante Russie. Bon, tant pis pour l'analyse géopolitique, nous ferons court. Maxime, votre sentiment sur le retour du tandem Poutine-Medvedev? C'est vrai que ça fout les miquettes. Eh oui, Fouchou Miketovski, comme on dit là-bas. Allez, courage, Fexou. Sur BetClick, les herbiers sont à 50 contre 1, vous aussi. Mais sur un malentendu, cette matinale peut quand même être une réussite. Je mise sur vous et je vous dis bonne journée. J'aime cette grosse voix. Moi, je me doute, mais touche pas au rugby, Futek. C'est une invitation? Non, non, déguisé. Europe 1. Il est 7h56, la suite d'Europe Matin avec vous, Maxime Soutek. À Noël sans mêle, Mathieu. Hier soir, vous avez suivi l'ouverture du 71e Festival de Cannes et la prestation du maître de cérémonie Édouard Baird vous a bluffé? Oui, Maxime, et pourtant, en termes de présentation de cérémonie, j'étais déjà habitué à l'excellence. Le 5 février dernier, j'avais en effet assisté à la cérémonie des Trophées de l'avenir européen animée par vous. Oui, un instant magique, incroyable. Édouard Baird a d'ailleurs eu l'honnêteté de le reconnaître. Pour préparer sa prestation, il a visionné le DVD des Trophées de l'avenir. Alors évidemment, on n'annonce pas Martin Scorsese comme on annonce le patron d'une PME qui fabrique des briques en carton recyclé, mais il est inconcevable que votre génie de la présentation et votre goût, même involontaire pour l'absurde, n'ait pas un peu influencé Édouard Baird. Je peux me tromper, mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi fier d'une brique de lait. Et oui, la Pologne avait trouvé ce soir-là son Billy Crystal. La barre était haute pour Édouard Baird et pourtant, Maxime, ce n'est pas faire insulte à votre talent que de dire qu'hier Édouard a été encore plus fort que vous, jonglant avec les références cinématographiques, disruptant, dirait Macron, le protocole pour mieux imposer sa fantaisie. Il a même réussi par moments, ce qui à Cannes tient du prodige, faire rire la salle. C'est vrai. Déjà au César c'est dur, à Cannes c'est à peu près comme essayer de réchauffer des croustibates au pôle Nord avec une allumette. Il l'a fait. Édouard Baird, c'est vraiment le Cannes qu'on aime. Le Cannes cinéphile, le Cannes érudit, le Cannes poétique où l'artistique prime le people et la fête. Par opposition au Cannes de Mathieu Charrier, notre envoyé spécial. Pour qui, d'évidence, le festival est plus l'occasion de picoler gratos au frais de Lagardère que de se fader des films iraniens, comme on l'a rapidement compris hier dès votre tout premier duplex. Direction la Croisette où nous attend Mathieu Charrier. Mathieu, vous êtes déjà en smoking? Savez-vous combien de coupes de champagne vont être bues? Oui, non, la statistique est certainement intéressante, mais un mot peut-être d'abord du jury avec une présidente emblématique, Mathieu. Comment vous définiriez Kate Blanchett? Une MILF, Mother, I would like to fuck. Oui, non, plus de champagne pour Charrier. Bref, hier soir, en zappant de Canal+ à France 2, on a pu assister coup sur coup à deux performances inouïes. Édouard Baird assurant de courte l'ouverture d'habitude interminable du Festival de Cannes et Emmanuel Macron assurant d'interminable l'ouverture d'habitude courte de la finale de la Coupe de France. 8 minutes à serrer méticuleusement les mains de chaque joueur des herbiers du PSG, paluche par paluche. En voyant son air pénétrer, je me disais c'est pas possible de leur dire des trucs super forts, genre comment ils contrelançaient le pouvoir d'achat ou renégocier l'accord avec l'Iran. Non, j'ai monté le son à fond et là j'ai compris ce qui justifiait qu'ils prennent tout son temps. Il leur demandait « Vous allez bien ?» et invariablement les joueurs répondaient « En pleine forme, monsieur le président ». Heureusement qu'aucun ne s'est lancé dans une analyse plus poussée de son état d'esprit, genre « Oh, vous savez, ça peut aller, même si pour tout vous dire, monsieur le président, depuis Pâques, ma belle-sœur Corinne fait un peu d'aérophagie. Et alors pendant les dîners en famille, forcément, surtout quand elle cuisine des haricots tarbés. Bref, c'est toute la différence entre Édouard Baird et Emmanuel Macron. Les deux adorent se mettre en scène, mais l'un le fait avec un peu plus de subtilité que l'autre. Voilà Maxime, je vous laisse vous concentrer pour votre interview de 8h15. Oui. Comme ça vous laisse le temps de trouver une question d'accroche un peu plus maligne qu'hier. Maxime Soutek, vous recevez ce matin le président du club des herbiers. Bonjour Michel Landreau. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Est-ce que vous avez bien dormi? N'hésitez pas à demander un petit coup de main à Hélène Jouan. Il n'y a pas de honte à se faire aider sur la politique. Elle sera là, Hélène, tout à l'heure. Évidemment, à 8h15 pour l'interview politique, on recevra Adrien Quatennens. On vous retrouve également tout à l'heure à midi pour Rien ne s'oppose à midi, mais on n'a plus le temps pour avec faire le programme. Avec Didier François avec celle de Tarlet. Europe 1. Il est 7h55, la suite d'Europe Matin avec Maxime Soutek. Noël sans mêle, Mathieu Noël qui se repose un tout petit peu, on le comprend le pauvre bichon aujourd'hui, mais on va l'entendre tout de même parce qu'à l'occasion des 50 ans de mai 68, Mathieu avait tenté d'expliquer à son petit-neveu ce mouvement historique, sauf que Kylian Noël, ce jour-là, n'avait rien compris. Ah, le petit con n'a rien pigé. C'en est désolant puisqu'à la fin de mon explication, certes schématique, sur l'idéal libertaire, le pacifisme, la rébellion pour construire un monde nouveau, anticonsumériste, Kylian m'a simplement dit « Ouais, c'est un peu un trip genre Émeric Caron, quoi. » Là, en regardant Kylian retourner à sa PlayStation en bouffant des Monster Munch avec son maillot de foot où le logo du PSG est désormais si petit et le Fly Emirates si grand, j'ai soudain mesuré à quel point l'héritage de 68 était en péril. D'autant qu'avec cette insupportable insolence propre à tous les Noëls, au moment où j'essayais de lui arracher la manette des mains en lui disant qu'il avait assez joué à la console pour aujourd'hui, Kylian me rétorquait « Et non tonton, n'oublie pas ce que tu viens de me dire, il est interdit d'interdire !»
c'est parti tout seul. Et alors que Kylian créait un hashtag balance ton tonton violent en me traitant de CRS, je réalisais que tout compte fait, mai 68 était peut-être, je parle sous le contrôle d'Hélène Jouan, une connerie. J'aurais plutôt dit un mouvement dont l'hétérogénéité idéologique originelle portait en germe son propre dévoiement, mais bon, je ne suis pas chef du service politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé au printemps 68 un phénomène collectif d'une ampleur inédite. Les jeunes d'alors, qui intellectuellement devaient s'emmerder copieusement, puisqu'ils n'avaient encore ni Maître Gims ni Jérém Star et devaient se contenter des Beatles et de Foucault, tuaient le temps qui les séparait de la création de Snapchat en réfléchissant. Non. Si, Patrick, ils réfléchissaient à comment créer un monde meilleur. C'est toute une génération qui voulait, comme on le disait à l'époque, mettre un grand coup dans le bousin. On disait comme ça. Toutes les classes sociales étaient concernées. Hélène Jouan, qui présente si bien, a ainsi probablement été conçue à l'arrière d'une Trabant par un couple de hippies qui ne s'étaient pas lavés depuis Woodstock et qui vivaient à 30 en slip. Dans des effluves de marijuana. Même l'ouest de la France n'était pas épargné par la poussée révolutionnaire. Âgé de seulement 11 ans, Vincent Hervouet avait rejoint les MB, les maoïstes bretons, qui attaquaient les forces de l'ordre au Cunyaman. Le Tché du Guilvinec, comme on l'appelait, n'avait qu'un objectif, qu'un idéal. Que règne la paix et la justice. Galvanisés par leurs aînés, même les enfants commençaient à défier l'autorité parentale. Ainsi, un jour que son père lui avait refusé injustement un 18e cacolac, le petit Patrick Cohen s'était exclamé « Je m'asphyxie, tu saisis, je m'asphyxie ». Dans certains milieux, comme chez les deux Tarlés qui voyaient ressurgir le spectre de 1789, le choc fut plus rude encore lorsqu'ils entendirent leur propre fils, le sang bleu de leur sang bleu, déclarer un soir à table devant les domestiques « La recette du bonheur, elle est toute simple, ouvrir un salon de coiffure. » Il va se calmer Jean-Louis David, sinon je le déshérite, aurait rétorqué Edmond de Tarlé. Enfin, comment évoquer mai 68 sans saluer celle qui en fut l'égérie? Oh oui, oh oui, oh oui. Et oui Patrick, vous l'avez reconnue. Elle est désormais la grand-mère la plus connue de France. Oui, et elle fut pourtant Miss Nanterre T-shirt mouillé 67, au cœur des barricades. Julie, pour clore cette rétrospective, je vous laisse l'honneur de nous rappeler le slogan de mai 68. Baladons-nous joyeusement, la bite à l'air. L'imagination au pouvoir? Non, enfin j'y étais pas, hein, c'est vous qui savez, vous savez mieux que moi. Mathieu Noël sans mêle, Mathieu qu'on retrouvera tout à l'heure à midi pour Rien ne s'oppose à midi. Europe 1. Il est 7h55 Europe Matin avec Maxime Switek. Je suis resté quand même. Noël sans mêle, Mathieu, initialement vous étiez parti pour faire le pont. Eh oui. Mais en réécoutant mon interview de l'ambassadeur d'Iran mercredi, vous avez décidé de revenir. Effectivement Maxime, devant ce moment d'anthologie et ce chemin des dames de l'interview politique, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'être là ce matin en direct pour revenir avec vous sur cette séquence dite de la fois où on croyait avoir l'ambassadeur d'Iran et en fait c'était Borat. Nous sommes donc mercredi matin, au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord sur l'Iran. Maxime Switek est confiant, limite goguenard. On vient de lui annoncer qu'il aura Abol Ghassem Delfi, l'ambassadeur d'Iran à Paris. Et ça, c'est la classe. Se dit Maxou a raison, car sur le papier, c'est l'invité idéal. C'est là qu'il aurait peut-être fallu se poser la question pourquoi on l'a eu si facilement et pourquoi on n'a pas eu à se battre avec RTL et Inter. La réponse à cette question arrivera assez vite. Bonjour Abol Ghassem Delfi. Bonjour. Le président américain dit que vous avez menti, qu'on ne peut pas vous faire confiance. Que lui répondez-vous? Laisse donner la place de mon ami Max. Quant à ta première question, l'invité te répond de manière, avouons-le, quand même un peu laconique. Salam alaikum. Tu comprends que tu vas vivre les 3 minutes les plus longues de toute ta carrière. 5 minutes. Pressentiment fort juste, puisqu'en effet, à la question que répondez-vous à Trump qui accuse l'Iran de n'avoir jamais renoncé à son programme nucléaire, la réponse de notre invité fut sans détour. Ce discours, c'est un discours de Manchon. C'était le 10 fois le rapport de l'Agence d'énergie atomique de Vienne vient de le confirmer. D'après certaines informations qu'il vient d'une partie ou d'autre, c'était l'information falsifiée. Oui. Oui. Alors à cet instant, tel Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, quand il comprend qu'il ne pourra pas remonter la surface, Maxime lance un regard désespéré en régie, pense à Patrick Cohen qui doit jubiler. Inconscient du drame qui se noue autour de son interview, l'ambassadeur lui continue de développer sa pensée avec toujours plus de précision et de clarté. Le 10 fois rapport de l'Agence d'énergie atomique nucléaire, ça vient de montrer à tout le monde que l'Iran ne cherchait jamais le nucléaire. Ça pour vous, c'est ce que dit l'agence sur le nucléaire. Top. Ça c'est pour vous ce que dit l'agence sur le nucléaire. On note là une très belle tentative de bluff de la part de Maxou qui n'a évidemment rien compris de ce que vient de dire l'ambassadeur, mais qui tente un coup de poker pour remettre l'interview sur les rails. En vain, puisqu'après on bascule dans une autre dimension quand, taquin, l'ambassadeur décide de déstabiliser un peu plus Maxime en prenant soudain l'accent chinois. Une Michel Leb comme on dit dans le jargon diplomatique. Nous sommes dans notre engagement, nous appliquons notre engagement. En réponse, nous attendons de la même chose de l'Europe et bien des autres. L'engagement de part et d'autre dans tous les sens. Là, à ce stade, Maxime n'écoute plus, il se mord la langue pour conserver son sérieux et comme un attaquant des herbiers qui tire au but une dernière fois en sachant pertinemment que ça ne sert à rien, il pose cette ultime question qui fera voler en éclats l'adage à question claire, réponse claire. Votre pays pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium dans l'avenir. Quand
s'ils ont dans l'engagement et l'application de leurs engagements, nous pensons comment ça va se passer les choses. C'est-à-dire pour le moment, c'est l'imagination de l'après, d'avoir l'image claire sur l'application ou bien l'engagement de part et d'autre. Eh oui, Maxime, tout ça c'est l'imagination de l'après, d'avoir l'image claire sur l'engagement de part et d'autre. Comme quoi, pour peu qu'on présente les choses clairement, c'est pas si compliqué que ça la géopolitique. On ne se moque pas d'un ambassadeur, Mathieu Noël. Bien sûr que non. Ça n'est pas possible. Vrai, je devrais le savoir, mais... Et précision, comme donne à l'instant en régie, il a été invité sur Intérêt sur RTL juste après nous. Ah bah, on comprend. Ça vous bluffe tout de même. Ça me bluffe. Vous avez été le meilleur, Maxime, vous avez été très réactif. On a perdu Vincent Hervouet en cours de chronique. Merci en tout cas, merci Mathieu Noël et merci aux figures libres. Europe Matin, la suite avec Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu. Ce matin, en lisant les journaux, vous regrettez la douce insouciance qui prévalait la semaine dernière. Oh oui, mon patou. Elle était belle cette semaine du 7 au 11 mai. Semaine rieuse, émaillée de moments hilarants grâce au discours d'ouverture d'Edouard Baird à Cannes, au Burger Quiz d'Alain Chabat et surtout à l'interview de l'ambassadeur d'Iran par Maxime Switek. Devenu rapidement en interne un sujet de plaisanterie, chacun prenant un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Les palabres promettent d'être aussi longues qu'une interview de l'ambassadeur d'Iran à Paris. Mais c'est toujours... C'est pourquoi ce matin j'aurais d'abord une pensée pour votre remplaçant, Patrick, l'infortuné Maxime Switek, qui a tenu la boutique en votre absence. Il aura donc tout eu. L'invité qui croit qu'on croit qu'il parle français, mais en fait non. Des camarades qui se foutent de sa gueule. Une actu faiblarde avec, mis à part l'Iran, peu de réels gros sujets. Une prime pour retrouver les tueurs de phoques au Touquet. L'invité France Insoumise qui te renvoie à la gueule ta première question, alors que toi tu l'as trouvé vachement maligne ta première question. Mais d'abord une question, Adrien Catanès, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier? Pourquoi faire? Jouant décidément de malchance, Maxime Switek, le chat noir de Cracovie, aura également hérité la semaine dernière de la relance la plus compliquée de l'histoire de la radio. Je rappelle à nos auditeurs qu'on appelle relance cette intervention artificielle du présentateur au milieu de la rubrique d'un chroniqueur, intervention écrite en fait par le chroniqueur lui-même et destinée 1 à dynamiser son papier, 2 à donner l'illusion que le présentateur y comprend quelque chose. Objectif rarement atteint durant la chronique de Raphaël Antoven, qui la semaine dernière, profitant de l'absence de Patrick et de la malléabilité de son remplaçant, le brave Switek, qui en bon élève lit toujours ce qu'on lui donne sans se poser de questions, a donc donné à Maxime la relance la plus naturelle de l'histoire. Si l'égoïste est celui qui est pessimiste sur le monde à venir et optimiste pour lui-même, est-ce que ça veut dire que le généreux est pessimiste pour lui-même et optimiste pour le monde? Dialogue surréaliste entre Antoven et lui-même via la bouche de Switek, sorte de tataillé philosophique, qui n'est pourtant pas le point culminant du n'importe quoi la semaine dernière, la palme revenant au retour triomphal de Laurent Cabrol. Demandez-moi 23 à Marseille et Paris, demandez-moi 24 à Bordeaux. Elle est bonne ma sardine à Toulouse et à Lyon, 25 degrés. Voilà. Elle est bonne ma sardine à Toulouse. On aimerait finir sur ces mots, symbole d'une insouciance révolue. La géographie a été modifiée brutalement avant. Oui, c'est ça. Mais les amateurs d'absurde le savent, il y a mieux que Laurent Cabrol dans la matinale, Laurent Cabrol dans la petite matinale. Où avec Raphaël Duchemin, ils emmènent parfois le surréalisme vers des rivages que même Marcel Duchamp n'aurait jamais pu imaginer. Et les retardataires ont rendez-vous avec vous évidemment. Il y en a qui sont pas retardataires, ce sont les puits. Non, vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas apprécié que je la mette en boîte. Ah non, c'est pas ça. Vous savez quoi? On vient de me dire à l'instant que Roland Pérez est grand-père. Oh voilà. Donc pendant que vous faisiez votre petite blague, on m'annonçait la nouvelle, donc j'étais sans voix. Ah bah il y a de quoi. Voilà. Bonjour papy. Voilà, bonjour papy. À l'instant, Patrick ce SMS. Vous voyez que je ne suis pas seul à dire n'importe quoi sur cette antenne, signé l'ambassadeur d'Iran. Oh non, faut plus qu'on parte en vacances, Patrick, c'est pas possible en notre absence. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi, votre émission tout à l'heure. Ah oui, comment lutter contre les addictions au portable avec Grégoire Martinez et un sujet de raccro de dernière minute qu'on vient de caler avec Axel. Comment réduire la facture d'un mariage? Un sujet pratique en même temps et Axel doit s'y connaître. Vous nous direz tout, Axel. Non, vous n'avez pas encore bossé. Bah, vous avez 3 heures. D'accord, c'est donc un spécial bricolage. À tout à l'heure, midi, Mathieu Noël, évidemment. Europe 1. Il est 8h moins 5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Mathieu, on connaît votre technique. Souvent, quand l'actu est trop dure, trop dramatique, vous préférez esquiver en nous proposant des sons rigolos de Laurent Cabrol chantant Bella Ciao. Vous allez nous rediffuser ça aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Ah bon? Non, dommage. Patrick, non. Et je le dis sans fausse modestie, c'est tout à mon honneur. Car croyez bien qu'en termes de son rigolo de Laurent Cabrol, j'en avais 2-3 pas piqués des hannetons, dont un surtout que j'avais baptisé la météo des poils, qui, faites-moi confiance, en cette sombre journée, aurait apporté une respiration comique de bon aloi. Échantillon. Eh bien, la tendance des jeunes femmes, c'est de garder de plus en plus leurs poils. Mais non, Patrick.
Patrick, non. Car aujourd'hui, devant la gravité de ce qui se passe à Gaza, toute diversion, fût-elle par les poils, est vouée à l'échec. Bien sûr, j'aurais pu recourir à la deuxième martingale du chroniqueur satirique après les divagations pileuses de Laurent Cabrol, éviter l'actu principale, dramatique, pour vous parler d'une actu secondaire plus rieuse. Mais là encore, face aux 59 morts et plus de 2000 blessés à Gaza, aurais-je vraiment pu me présenter à vous et dans les yeux vous dire: oh Patrick, en ce 15 mai 2018, l'actu c'est évidemment l'interview en une du Parisien d'Eddie Mitchell. Eddie qui nous confie: Johnny me manque, je rêve que je suis à Saint-Tropez avec lui et qu'on se déguise en mousquetaire pour aller à un bal costumé. Oui, je ne me voyais pas non plus évoquer ces autres titres, pourtant choc de l'actu. Et si on disait bye bye aux pailles en plastique, l'offensive anti-paille est lancée, ou encore pasteurisation obligatoire, c'est le camembert au lait cru qu'on assassine. Non Patrick, soyons sérieux, j'adore le calendos, mais avec 59 morts à Gaza, on s'en fout. S'il s'engage à arrêter de tirer, je suis même prêt à bouffer du caprice des dieux. Non, aujourd'hui je n'esquiverai rien, et certainement pas les conséquences désastreuses de la politique de celui qui disait vouloir, avec toutefois un meilleur accent, Make America Great Again. Le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille, Louis XVI écrivait dans son journal un simple mot: rien. Le 14 mai 2018, alors qu'une soixantaine de Palestiniens protestant contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem tombaient sous les tirs israéliens, Donald Trump tweetait Great day for Israel, les grands esprits. Alors il y a bien sûr cette théorie avancée par certains, cet espoir né de la réconciliation entre les deux Corées, que Donald Trump serait en fait un génie diplomatique qui, par un ingénieux coup de billard à 18 bandes, s'apprêterait à résoudre aussi le conflit israélo-palestinien. Il y a hélas une autre hypothèse, Patrick, qu'il soit tout simplement bête à bouffer du foin, con comme un balai, dumb as a broomstick, comme on dit dans le Maryland. Or, quand on se souvient de la puissance du message qu'il avait laissé dans le livre d'or du mémorial de Yad Vashem, à savoir So amazing, je n'oublierai jamais, comme s'il avait kiffé Space Mountain à Disneyland, il est à craindre que cette dernière hypothèse soit hélas la bonne et qu'à part flatter la couenne des gros Texans créationnistes qui l'ont porté au pouvoir, Trump n'ait en fait aucune vision pour le Moyen-Orient. Hélène, le sentiment de la chef du service politique en un mot? Pétard. Voilà, merci. Le constat, vous le voyez Patrick, est amer, l'horizon bien sombre. De grâce, Laurent Cabrol, donnez-nous au moins une bonne nouvelle. La mode maintenant revient au poil de nez qui dépasse. Et ben voilà, le vent tourne Patrick. Après la pluie, le soleil. Oh non, mais... Julie a envie de rester démodée, je le sens bien. Rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël. Évidemment, on parlera de l'OM, Patrick, vous savez, mon club de cœur. Comment l'OM prépare sa finale? Comment ça? C'est vrai? C'est sincère? Ah bon? Bah, bien sûr, Ouais. vous raconterez. Et comment Pas sont Julie. choisis les nouveaux mots du Dico? C'était très mal écrit, j'ai eu du mal à le lire avec Nicolas Caro, évidemment. Oui, c'est très mal écrit. Plus vous râlez quand Effectivement, je râle. À tout à l'heure. Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle, Mathieu. Les perturbations se poursuivent dans les universités. La Corée du Nord menace d'annuler le sommet prévu avec les États-Unis. On va en parler à 8h. Et le processus de paix au Moyen-Orient est au point mort. Mais heureusement, Dimitri Payet est remis de sa blessure. Il jouera ce soir, Patrick. Oui, François Clémenceau. Inutile de prendre cet air consterné, genre par les temps qui courent, il y a plus important qu'un match de foot. Vous êtes peut-être dubitatif maintenant, mais ce soir, à la maison, quand le Ricard aura fait son œuvre et qu'au deuxième but de l'OM, vous lancerez vous-même spontanément la queue leu de la victoire, croyez-moi, les problèmes géopolitiques vous paraîtront bien loin et on vous entendra hurler comme tout le monde. Doucement quand même, François, gardez-en sous la pédale pour ce soir. Car oui, Patrick, le grand jour est arrivé. La finale de l'Europa League entre l'Atlético Madrid et l'OM. L'OM qu'on aime même quand on n'est pas marseillais. Comme Emmanuel Macron, notre président qui, on l'apprend dans l'IB ce matin, est dégoûté de ne pas pouvoir assister au match de ce soir. Il est en effet bloqué en Bulgarie pour un sommet de l'UE sur les Balkans. Et oui, François, les Balkans. Et là, je dis chapeau. Parce que de taper un sommet de l'UE sur les Balkans en Bulgarie un soir de finale de Coupe d'Europe, pour un fan de l'OM, en termes de douleur, c'est comme devoir traverser le Vieux-Port avec un maillot de Cavani. Ça picouille, hein. Oui, ça picouille, comme vous dites, Laurent. Non, avec l'OM, il y a quelque chose de magique, au sens propre d'ailleurs, puisqu'on y guérit plus vite qu'ailleurs. Payet finalement rétabli, Bounassar aussi. Au tour précédent, c'était le défenseur Adil Rami qui était revenu de blessure plus tôt que prévu. Rétablissement miracle qu'il avait expliqué ainsi, je cite le poète: la science à Marseille, on la nique. C'est pourquoi, et oui, c'est comme ça. Plus que ses individualités, Sertic, Mitroglou ou encore Rolando, dont les noms improbables évoquent respectivement un spray anti-moustique, un plat grec à base de feta et le frère d'une chanteuse égyptienne qui louchait, l'OM compte surtout sur son formidable esprit d'équipe, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le nôtre. Nous portons d'ailleurs les mêmes couleurs, blanc et bleu. Comme l'OM, nous avons connu une saison difficile. On était super favoris pourtant. Oui, mais comme l'OM, nous pouvons compter sur un capitaine exceptionnel qui adore jouer collectif. Mieux que Platoche, Patoche. Un leader qui, dans l'adversité, sait toujours trouver les mots pour encourager ses coéquipiers. Eh bien, on vient de trouver une façon de... Pardon, on vient de trouver une façon de régénérer des muscles cardiaques, des nerfs. presque aussi facile que d'éclaircir sa voix. Et quand vous avez un
petit coup de mou sympathique, en termes de ça. programmation. Petit coup de mou en termes de programmation. Daphné Burki sait aussi qu'elle peut compter sur son capitaine Patoche pour bien jouer l'excitation malgré la déception. Et notre invité, c'est le comédien Hippolyte Girardot. Oh, très bien, Oui. Hippolyte. Non, allez, Patoche, faites un effort. Non, faites un effort. Acteur studio. Et notre invité, c'est une chanteuse extrêmement populaire que les Français adorent, c'est Sheila. Oh, Sheila. Mais je n'ai jamais rencontré Sheila. C'est un très bon moment. Vous nous raconterez ça une autre fois. Une autre fois, on s'en fout. Voilà, puisse l'OM s'inspirer de nos valeurs d'entraide et de fair play. François Clémenceau, un dernier mot. Jean-Michel Aulas. Oui, non. Jean-Michel Aulas. Mon Dieu, vite, inventez-le avec Courrier International. Mathieu Noël, qu'on peut retrouver évidemment à la demande, à Mathieu volonté. Noël, vous faites pas ça? Quoi, Oh, 24, Sheila, oh, Mathieu Noël. Non, je suis m'extasier sur ces... J'attends pour ces invités. Bon, vous deviez faire les podcasts, c'est pas grave. Allez, les Mathieu, podcasts, rien ne s'oppose à Sébastien. midi. Oui, les secrets des conseils des ministres par Bérengère Bond qui s'y connaît, qui en connaît un rayon sur le sujet, et et la musique au Festival de Cannes, sujet large s'il en est, avec Thierry Geffrotin. On va encore passer un très beau moment entre J'adore ce divertissement moment et information. à 8h-1 tous les matins où vous découvrez vos propres sujets à traiter dans l'émission de midi. À tout à l'heure, Mathieu Noël. Europe 1. Il est 8h-5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu, au lendemain de la défaite de l'OM en finale de l'Europa League. Vos cousins marseillais devaient être avec vous. Oui. Malheureusement, ils ont été retenus à Lyon par une obligation. Non, Patrick, par une devanture. Alors qu'il venait de prendre le volant, les yeux embués de larmes, et après avoir fait le plein tant en 95 qu'en 51... Panis et Bouzig Noël, mes cousins phocéens, ont raté un virage et sont allés s'encastrer dans la devanture d'un bouchon lyonnais avec la Fuego. Les airbags n'ont pas fonctionné. Heureusement, les andouillettes ont amorti le choc. Panis ressemble un peu à un Picasso, mais la boule à neige Basile Boli suspendue au rétroviseur est intacte. Regrettable accident, néanmoins, point d'orgue d'une soirée cauchemardesque, Patrick, pour tout un peuple qui y croyait. Un peuple marseillais pourtant pas réputé pour son sens de l'exagération ou son optimisme. Et on va la gagner, on va. Aujourd'hui, nous sommes des milliards à supporter l'OM. Hélas, coquin de sort, nous avions beau être des milliards avec la bonne mère et eux seulement 11 avec Griezmann, on s'en est quand même pris 3. Alors on y a cru pendant 20 minutes, l'OM semblait maîtriser son sujet quand soudain Mandanda a décidé de relancer au pied dans l'axe et au sol. Alors pour expliquer aux néophytes du ballon rond ce qu'en termes de conneries relancer dans l'axe et au sol signifie pour un gardien de but, je prendrai un exemple simple. Vouloir relancer dans l'axe et au sol en foot, c'est comme vouloir montrer une image en radio. Oui. En aucune manière ça peut marcher, comme on l'a découvert hier avec notre envoyé spécial Mathieu Charrier qui a voulu nous faire vivre le photocall de l'équipe du dernier Star Wars tel quel, en se disant que ça se passait de commentaires. Voilà, l'image était forte. Ah bah l'image était très forte, mais on la voit pas, hein, par définition. ça se passe et de Plus de commentaires et champagne, d'images, ah oui, plus de d'accord. champagne pour Charrier. Bref, après la bourde de Mandanda qui offrait le but à l'Atlético et la sortie sur blessure de Payet, à la mi-temps déjà, les supporters marseillais commençaient à redouter le pire. Leur analyse était aussi fataliste que limpide. Même pas en étant en train de gagner, on est en train de se faire dans tous les sens. Une mauvaise relance de Mandanda, on l'a dans l'oignon, Fada. Et oui, une mauvaise relance de Mandanda et on l'a dans l'oignon Fada. Voilà, poétiquement résumé, le scénario cruel du match. On notera que malgré la déception, les supporters restent dignes, prenant sur eux pour saluer le beau parcours de leur équipe. Et ce matin, pourtant, chaque Marseillais qui dit « Oui, c'est pas grave, on a quand même fait un beau parcours » est à peu près aussi crédible que Julie et Patrick s'extasiant devant les invités de Daphné Burki. Oh, très bien, Oui. Hippolyte. Oh, Sheila. Et notre invité, c'est le journaliste et écrivain Claude Sérillon. Claude Sérillon. Oh, Claude Sérillon. Voilà, c'est triste, c'est triste, c'est triste. La fête aurait pu être tellement belle, les amis. L'ambiance était vraiment magique hier à Lyon, notamment sur BFM TV. Il y a même un shampoing BFM. Ah bah. Oui, alors c'est une déclaration d'amour si on veut pour BFM, mais. Bon. Et voilà Julien pour ces messages pleins de fair play de la part des supporters marseillais. Eh oui, dommage que le fair play et l'élégance n'aient pas payé. Je vous laisse, Patrick, je dois gérer Bouzig qui me dit qu'est-ce qu'il me dit ce con. On est là dans 1 heure max, on vient de passer Carcassonne. Oh, bouillabaisse. Europe 1. Il est 8h-5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ce matin, quand vous voyez le retour en grâce de François Hollande qui dédicace son livre à tour de bras, vous avez envie de dire à mon invité du 8h15, Jean-François Copé, tout est possible. Vas-y. Vas-y qui ? Vas-y, j'en fous. Et oui, Patrick, Jean Fou, je l'appelle comme ça, a clairement une carte à jouer. Car sur une musique de Gérard Joannès qui vient de s'éteindre, Brel disait « Il faut oublier, tout peut s'oublier ». Il aurait pu ajouter « surtout en France ». Puisqu'en effet, en mai 2017, il quittait l'Elysée avec une cote de popularité à 19%. Un an plus tard, pour acheter son bouquin et faire un selfie avec lui, il faut faire la queue plus longtemps qu'à Space Mountain. Le
Parisien aujourd'hui en France parle même de Hollande Mania pour décrire l'engouement populaire suscité par la tournée de dédicace de l'ancien président, qui après donc avoir été moqué, flambisé pendant 5 ans, réalise avec joie que son plan Alzheimer n'a pas marché. Tout le monde a oublié ses conneries, tout le monde l'adore. Il faut se pincer quand on lit le papier du Parisien aujourd'hui, puisque des mots qu'on n'aurait jamais pensé voir associés à Hollande, comme foule, hystérie, reconnaissance, excitation, sont employés pour décrire l'ambiance de ces séances de dédicace. Une phrase en particulier, quasiment aux frontières du réel, retient l'attention. Je cite: à Périgueux, des jeunes... Bon, déjà, à Périgueux, des jeunes, l'oxymore est audacieux. À Périgueux, des jeunes menacent de faire tomber des barrières pour l'approcher. Antoine et Anthony vont serrer la main de François Hollande. Les deux jeunes de 19 ans, encartés au Parti Socialiste, n'en croient pas leurs yeux. Tant d'éléments dans cette phrase appartiennent au registre de la science-fiction qu'il nous faut l'analyser. Déjà, des jeunes encartés au Parti Socialiste. Ça alors. Bah oui, rien que ça, Patrick, c'est déroutant. Et puis il y a cette hystérie. Hollande, pour eux, c'est Justin Bieber. Pour accéder au plus vite à l'ancien président, ils sont prêts à faire tomber des barrières. Happés par le charisme magnétique de celui qu'on surnomme désormais le Marilyn Manson de Tulle. La raison de cet engouement soudain, les amis, ce que les psychiatres appellent l'effet Dory. Une forme de résilience propre aux Français qui leur permet de mépriser un président de la République quand il est à l'Élysée et de très rapidement oublier qu'ils l'ont méprisé quand il n'y est plus. Effet Dory qui s'applique également aux conseillers de ce président. Claude Sérillon. Claude Sérillon. Dit-on aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans, on aurait plutôt dit « Oh, Claude Sérillon ». Bref, c'est grâce à cette formidable capacité à tout oublier que Jean-François Copé va peut-être se remettre en selle au niveau national. Pour cela, comme Hollande, il lui faudra reconquérir les jeunes. Et ça, à Europe 1, on sait que c'est pas simple, même si on donne tout, notamment Laurent Cabrol et Franck Ferrand. Lolo et Franck qui dernièrement, pour faire chébran, ont tenté de faire référence à un célèbre move de Michael Jackson, hélas sans trop savoir comment le prononcer. Elle fait le moonwalk parce qu'elle a l'impression d'avancer et en fait elle recule. Donc on est en plein moonwalk. Le fameux moonwalk. Voilà Patrick, heureusement grâce à l'effet Dory, à terme moonwalk, moonmock, moonwoof, tout ça se mélangera dans l'esprit des Français dont on espère que la faculté à tout oublier vous sauvera vous aussi Patrick. Oui. Il serait en effet préjudiciable pour vous qu'ils se souviennent de votre vanne d'hier sur Gilles Boulot durant le teaser de Philippe Vandel. Qui pour la présenter? Patrick Chen, il va prendre l'antenne tous les jours. Et donc on aura sur la même chaîne Patrick Chen et Boulot. Je ne trouverai pas de meilleure chute, je vous dis bon week-end Patrick. Rapportez vos feuilles. Rien ne s'oppose à midi tout à l'heure. Un tout petit mot. Enquête sur le recyclage des médicaments avec Mélanie Gomez et bilan du Festival de Cannes, surtout ce qu'il a bu au Festival de Cannes avec Mathieu Charrier. Europe 1. Il est 7h55, Europe Matin avec Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Mathieu, ce matin, vous avez de grands projets pour votre billet. Décrypter sous l'angle de l'humour la formation du nouveau gouvernement italien. Analyser plus finement que Vincent Hervouette la crise vénézuélienne. Mais finalement, quand vous avez réalisé qu'on était lundi de Pentecôte et que vous étiez là gratuitement, vous êtes dit mollo matounet. Exactement. C'est comme ça que vous parlez. C'est comme ça que je me parle à moi-même. Dieu sait que mon édito sur le Venezuela aurait eu de la gueule, ne serait-ce que parce que contrairement à Vincent qui n'a pas de budget son, j'aurais pu moi planter le décor avec une musique typiquement vénézuélienne. Ou presque. Non. J'aurais fait dire à Patrick. Vous me reconnaissez? Je lui aurais répondu si, je vous reconnais Patrico. Et la chronique était lancée. Hélas pour la science politique, je n'ai pas écrit cette chronique car oui, autant le 1er mai ma déception de devoir travailler avait été compensée par le fait que c'était payé double, autant aujourd'hui quand j'ai compris qu'au nom de la journée de solidarité avec les personnes âgées, non seulement j'allais devoir bosser mais en plus gratuitement, comme il n'y a pas non plus écrit bénévole, j'ai en effet revu mes ambitions à la baisse. Alors entendons-nous, je n'ai rien contre les seniors, disant que je bosse avec Julie et Laurent Cabrol. Dans la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen, nous allons vers les éclaircies. Comment elles font les éclaircies? Épatants seniors, débordants d'énergie, je les côtoie au quotidien et je sais Patrick combien ils ont besoin de notre aide. Même quand pour ne pas nous déranger, ils nous disent le contraire. Avec eux, il faut savoir lire entre les lignes. Par exemple, quand Lolo nous dit « Ça va mieux, ça va mieux », ça va pas forcément beaucoup mieux. Bref, cette journée de solidarité a son importance. En entreprise, notamment à Europe 1, c'est également l'occasion pour les remplaçants de briller un peu. La journée de solidarité, c'est comme la Coupe de la Ligue, les titulaires se reposent, leurs doublures tentent de marquer des points, surtout à l'approche du mercato. Alors, Doucan, vous remplacez jouant poste pour poste, édito politique. Un conseil, vous mettez pas trop la pression. En début de saison, Hélène avait mis la barre très haut. Elle nous avait promis du grec, du Kant, du Montaigne, du Jaurès. Finalement, côté citation, elle s'est un peu moins foulée que prévu. Mieux vaut faire envie que pitié, disait ma grand-mère. Oui, elle se dit finalement qu'entre Montaigne et sa grand-mère, le delta philosophique n'était pas si grand. Non. Carole Ferry, vous remplacez Axel de Tarlet, notre expert éco. Alors j'allais vous dire, vous fatiguez pas non plus, mais comme vous venez de faire le lundi de Pentecôte, comment ça marche? Je vois que vous avez déjà devancé mon conseil. Très bien. Non, mes petites figures libres, je crois qu'au
qu'aujourd'hui on peut vraiment lever le pied, les auditeurs ne nous en voudront pas. D'ailleurs, pour nous en vouloir, il faudrait déjà qu'il y ait des auditeurs. Or, vu que 2 tiers des Français ne bossent pas aujourd'hui, un esprit pernicieux comme Vincent Hervouette ne manquerait certainement pas de signaler qu'il ne doit pas rester grand monde de l'autre côté du poste, sachant qu'il attend pas le lundi de Pentecôte pour le faire remarquer. Tout le monde parle, personne n'écoute, on se croirait le matin sur Europe 1. Non, mais Voyez, Carole, David, l'important quand on rejoint cette équipe, c'est la solidarité et surtout y croire jusqu'au bout, comme les herbiers. Je ne vous félicite pas, Mathieu Noël, Ça ne m'étonne pas de vous, d'avoir Patrick. repris cette vanne pourrie de Vincent Hervouette. Et fausse, de surcroît. Rancunier. Rien ne s'oppose... Ah non, c'est pas pour moi. Hein. Rien ne s'oppose à midi, Mathieu. Oui, rien ne se pose midi en direct. Je sais pas pourquoi on n'est pas en best-of aujourd'hui. En direct, on sera là dans les coulisses de Roland Garros avec Christophe Lamar. Et cette question, c'est quoi les data centers? C'est quoi le big data avec Grégoire Martinez? Moi, personnellement, j'en sais rien, mais il nous expliquera tout. Ah ouais, vous saurez tout à l'heure, évidemment. Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle alors que l'alliance à Rome du populisme et du nationalisme inquiète l'Europe. Enfin connaisseur de la péninsule italienne, vous nous proposez ce matin votre décryptage. Oui, Patrick, un décryptage très attendu par nos auditeurs. Et pour cause, je suis une sorte de référence sur le dossier italien, pays qui n'a pour moi aucun secret, notamment sur le plan politique. Ah bon? Bah non, Julie, à part un voyage de fin d'année avec l'école en 3e et l'achat d'un t-shirt ardent de Café Roma, je m'y connais pas plus que vous, mais fallait bien un angle. Ce matin, je vous entraîne donc en Italie, loin des clichés trop souvent associés à ce pays. Oh, c'est mal parti. Italie, où donc, après des mois de tractation, les sympathiques nationalistes xénophobes de la Ligue se sont finalement entendus avec les non moins sympathiques populistes du mouvement 5 étoiles, connus pour leur modération et leur capacité à se confronter au réel, symbolisés par leur slogan constructif « Vaffanculo », qu'on peut traduire, Patrick, par... Joker. Voilà. Tout ce beau monde s'est entendu hier pour nommer Premier ministre Giuseppe Conte, un inoffensif inconnu, centriste, un peu comme si après avoir formé une coalition de gouvernement, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen foutaient Hervé Morin à Matignon, juste pour déconner. Ah oui, ça serait marrant. Résultat, l'Italie est plongée dans une situation que, fort de ma formation en sciences politiques rue Saint-Guillaume, je le rappelle, je qualifierais de sans queue ni tête, sans testa ne quequeta, comme on dit dans les Pouilles. Situation complexe, fruit d'un improbable bricolage électoral que l'éminent politologue Patrice Coenini résumerait probablement ainsi. Que bordello. Prouvant qu'on est au moins 2 ici à bien maîtriser la politique italienne. C'est vrai. La question qui se pose est néanmoins la suivante. Comment les Italiens ont-ils pu décider d'associer dans un même gouvernement populistes de gauche et nationalistes d'extrême droite? Eh bien, si on y réfléchit, c'est pas la première fois que les Italiens nous surprennent par une association aberrante. Il y a au moins un précédent et c'est évidemment la pizza hawaïenne. Ah non. Mozzarella, tomates, olives, jambon surplombé d'ananas. Non. La pizza hawaïenne, c'est comme l'alliance gouvernementale italienne, ça n'a aucun sens, personne n'aime ça et pourtant ça existe. Or, on n'en vient jamais à commander une hawaïenne par hasard, c'est toujours un geste désespéré. Ah, vous n'avez plus de champignons, ni de capres, rien? Ah bah tant pis, j'ai trop faim, mettez-moi de l'ananas. C'est par désespoir que les Italiens ont pris l'hawaïenne, Patrick. Des Italiens excédés par l'inefficacité des gouvernements successifs, des Italiens à bout économiquement. Même en foot, ils sont alors pas qualifiés pour le mondial le mois prochain. Eh oui, pour eux, décidément, tout va à volo, comme on dit là-bas. Alors, tâchons de comprendre leur colère, évitons de leur faire la leçon comme Bruno Le Maire. N'oublions pas que nous sommes voisins et qu'entre voisins, les disputes arrivent. Prenez Julie et Patrick, par exemple. Petite tarlouse. Bouffonne. Voilà. Si on veut sauver l'Europe, il faut rester diplomate. Donnons une chance à ce gouvernement hétéroclite. Et avant de dire que c'est n'importe quoi, souvenons-nous qu'en termes de n'importe quoi, à Europe 1, on n'est pas les derniers. Preuve en est le teaser bientôt culte de Daphné Burki hier dans la matinale. Aujourd'hui, on va parler de médicaments et plus particulièrement de leur consommation chez les jeunes. Ont-ils tendance justement à s'auto-médicamenter? Eh oui. Oula, tiens. Oui, niveau bordello, Italie-France, un partout, la balle au centre, me semble-t-il. Merci Mathieu Noël. Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. La nouvelle plateforme d'orientation post-bac Parcoursup dévoilait hier soir aux élèves les réponses aux vœux qu'ils avaient formulés. Votre neveu Kylian Noël fait partie des déçus, des nombreux déçus. Et oui Patrick, le coup est rude pour les Noëls, puisqu'en effet mon neveu, le pourtant éloquent Kylian, fait partie de ces quelques 400 000 lycéens qui sont toujours sur liste d'attente. Des lycéens qui disent ce matin dans la presse leur écœurement. Ils espéraient que leur choix serait validé. Ils ont travaillé pendant des mois, sacrifié leur hobby pour rien. Une borlo, comme on dit dans le petit milieu de la loose. Vas-y tonton, comme j'ai trop le seum, me confiait hier soir philosophe mon petit neveu, résumant ainsi le sentiment de ras-le-bol d'une génération désabusée, prise en étau entre les couacs des plateformes d'orientation et la musique de Jul. Avec ses copains Tancred et Barnabé, eux aussi dégoûtés d'être toujours en attente, ils n'avaient pas de mots assez durs pour Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qualifiée, je cite, de bouffonne. Puis très vite, grisés par les Beuclers, qu'ils avaient joué au Franprix, les mots ont dépassé
leurs pensées. Vous connaissez les ados, Patrick, toujours dans l'excès. Ainsi, quand Kylian a commencé à invectiver le président Macron en personne. Un nazi, un sadique, un barbare, un cannibale, une ordure, un assassin, une immondice, un salaud de carniste qui mériterait qu'on lui bouffe les siennes. Oh là non, là j'ai sifflé la fin de la récré. La méthode Montessori a ses limites, à une bonne torgnole de temps en temps. Mais dans ces moments-là, recadrer le jeune ne suffit pas. Il faut aussi le rassurer. J'ai donc mis un vinyle de Ravi Shankar. On s'est mis en position du lotus. Et comme Patrick Cohen avant chaque annonce d'une nouvelle vague d'audience, j'ai dit aux mômes: ouvrez vos chakras. Pas de panique les boutonneux. Si vous n'êtes pris ni en prépa, ni en fac, ni dans une grande école, il vous reste le journalisme. Journaliste, un métier qui offre encore pas mal de débouchés et qui reste accessible même si vous n'êtes pas hyper pointu sur l'info. Bonjour Hélène Jouan. Bonjour à tous. Quoi de neuf? Ben rien. Alors, la suppression de la taxe d'habitation sera la plus grosse baisse d'impôt de l'histoire, vrai ou faux? Mais je ne sais pas. Impitoyable Géraldine Wessner. Ah ouais, ça a l'air cool journaliste, me disait alors Kylian. Mais j'ai une autre idée. C'est là, Patrick, que le mioche m'a asséné le coup de grâce, m'annonçant son idée de génie, s'inscrire à l'ICEP, l'école de Marion Maréchal pas Le Pen. Je lui dis, mais enfin, pourquoi Kylian? Ben parce qu'elle est bonne, tonton, me répond-il. Voilà, Patrick, où mènent les errements de Parcoursup. Après l'initiative citoyenne, viens voir mon taf. Découvrez, viens voir mon faf. Vous trouvez Sciences Po trop lisse, la fac d'Assas et le GUD un peu trop à gauche. Annoncé officiellement hier, la Marion Maréchal Academy vous propose, moyennant 5 500 €, un cursus non reconnu par le rectorat, un diplôme non certifié par l'État et des enseignants à l'écoute formés aux méthodes pédagogiques du général Ossarès. Pour apprendre en s'amusant sur les bancs de notre amphi Charles Maurras, passez notre concours en ligne et répondez à nos QCM. Exemple, globalement, l'héritage de Pétain est-il A, accablant, B, indéfendable ou C, pas si négatif qu'on le dit? Viens voir mon faf, l'opération qui va faire du bruit. Je vous dis à demain. Kylian, un dernier mot? Ouais, plutôt presse écrite que radio du coup. Et voilà toute la magie de Noël, Mathieu, votre émission à midi. Et une enquête édifiante, les Français consomment-ils trop d'alcool avec Ève Roger? Et la réponse à cette question, le sujet d'Alain Sirou, peut-on voir l'invisible? Comme quoi, c'est parfaitement construit. Je suis sûr que vous arriverez à faire un lien entre les deux, entre l'alcool, je l'ai déjà fait. L'alcool et l'invisible. C'est parfait. À tout à l'heure, midi, Mathieu. Europe 1. Il est 8h moins 5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu, ce matin, affaire Rabiot, polémique Conte, rencontre Poutine-Macron. Vous nous offrez un tour d'horizon de l'actualité, c'est formidable. Oui, Patrick, non, on est en fin de saison, on se dit tout. Je vous donne un truc, quand un chroniqueur vous offre un tour d'horizon de l'actualité, ça veut pas dire qu'il a été frappé par une géniale vision transversale de l'actu, mais généralement qu'il est arrivé trop à la bourre le matin pour creuser un thème en particulier et qu'il se raccroche donc aux branches en évoquant pêle-mêle tous les sujets rigolos ou, à minima, permettant l'utilisation d'une musique rigolote, comme donc le déplacement de Macron à Saint-Pétersbourg. Ah, Saint-Pétersbourg, fille de Pierre le Grand, Piotr Veliki, tournée vers l'Europe comme une main tendue qui, bref, oui Patrick, je suis arrivé très à la bourre ce matin, pour ne pas dire à 4h du matin. À la ramasse, à la Robeshko comme on dit là-bas. À la rédaction d'Europe 1 était calme et studieuse, l'expression qui me vient à l'esprit est force tranquille. Julie se concentrait à son bureau. À la machine à café, Axel, Vincent et Hélène jouaient au Camoulox. Chevrolette à Berlin. Un pins du MEDEF. La reine d'Angleterre au Canada. Dans le studio, coaché par un prof de théâtre de la Comédie Française, Patrick Cohen s'entraînait à feindre l'enthousiasme devant les sujets innovations de plus en plus saugrenus d'Anissé Mbida. Je m'appelle Vera le robot et je vous propose un entretien. Ça alors. Faut insister, monsieur Cohen. Même Podalides au début, il jouait faux. Enfin, plus en retrait au fond de la rédac, Catherine Ney et Laurent Cabrol devisaient paisiblement autour d'une Suze en Paris, échangeant des considérations sur le monde tel qu'il va. Les hommes se rasent le sexe dans une proportion extrêmement modeste, 6%. L'actualité, elle, n'était pas folichonne, Patrick. J'apprenais qu'en Italie, la presse s'enflamme parce que le nouveau Premier ministre Giuseppe Conte aurait truqué son CV. Il aurait dit avoir étudié à Yale et Cambridge, alors qu'en fait, il aurait eu que des cartes de bibliothèque de Yale et Cambridge. Yes. Franchement, truquer son CV, on l'a tous fait. Prenez Laurent Cabrol. Dans son CV, il avait mis « Diplômé de la Polytechnic School of Weather of New York ». Bon, très vite, on a eu des doutes. 19 à Bordeaux, 20 à Nice, 22 à Marseille. Je cherche Paris. Milieu de la carte. Jusqu'au jour où Lolo, le Madoff du Cumulus, a fini par cracher le morceau. Nous avouons qu'il n'avait en fait jamais compris les cartes de Météo France et qu'il annonçait donc les températures selon une méthode aussi secrète qu'artisanale. C'est ma sauce à moi. Enfin, autre sauce qui, elle, ne prend pas, Patrick, elle concerne la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde. C'est pas gagné. Entre Dembélé qui s'est blessé, Adrien Rabiot qui a écrit un courriel au sélectionneur pour lui signifier que réserviste c'était pas assez bien pour lui et que par conséquent il boudait, et Ribéry qui apprenant ça réalise qu'il y a une place à prendre et s'écrie « Ah, qu'est-ce que j'entends ?» Et Ribéry. On sent que Didier Deschamps se retient d'en attraper un pour cogner l'autre. Le stoïque est toujours politiquement correct. Dédé craquera-t-il comme sur le tournage de cette pub pour les petits beurres en 98 où après 17 prises à répéter « Alors le Brésil ?
On va les manger. Il avait fini par lâcher. Alors, le match, on va les niquer. Allez les Bleus quand même. Courage d'été. Oh, cette version anémique d'I Will Survive, c'est Ça sent affreux. pas la win. Affreux. Votre émission à midi. Oui, les conséquences de l'hyperconnexion chez les enfants avec Virginie Salmen et le marché du livre de poche avec ce cher Nicolas Caro, notre expert littérature. Très bien, à tout à l'heure midi. Europe 1. Il est 8h-5. Patrick. Noël sans Mel Mathieu, ce matin, vous tenez à apporter votre soutien à celui qui était votre camarade de classe, on le rappelle, au collège en Suisse, pour ceux qui ont raté les précédents épisodes, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, que vous avez tristement surnommé Boule Coco, et à qui Donald Trump vient de poser un lapin. Un de plus, Patrick. Oui, ce matin, si j'ose le formuler ainsi, ma boule est amère. L'histoire se répète pour ce malheureux Kim Jong, décidément abonné au lapin depuis sa boum d'anniversaire en 1996, boum à laquelle il avait invité la plus belle fille de la classe, Jocelyne Tapineau, qui avait dit « Oh oui, je viens ». Puis, 2 jours plus tard... Ah non. C'est là que Boule Coco, jusqu'alors garçon rieur, songeant à s'engager dans l'humanitaire, avait décidé de changer d'orientation professionnelle pour faire dictateur communiste. Bravo Jocelyne, bravo la Tapineau. 20 ans après, le scénario cruel se répète puisqu'on l'a appris hier, Donald Trump a écrit une lettre à Kim pour lui annoncer qu'il annulait leur rencard du 12 juin. Cher Kim, j'avais vraiment hâte de te voir. J'avais acheté des Pringles et des Oreo cookies et même du Drakkar noir pour sentir bon. On aurait bu du saké tiède, bourré, tu m'aurais dit « Ok, je démantèle tout mon programme nucléaire ». On aurait mis Only You des Platters, j'aurais glissé une main sous ton maillot Dennis Rodman et tu te serais exclamé « Parce que tu crains les chatouilles ». Non. Plus sérieusement Patrick, même si vous allez voir que c'est pas beaucoup plus sérieux, si Trump a annulé, c'est qu'il reproche à la Corée du Nord d'avoir eu, je cite, des propos insultants vis-à-vis de Mike Pence, son vice-président, que Pyongyang aurait qualifié d'andouille. Ce qui, quand on connaît Mike Pence, légitimerait plutôt une levée de bouclier du côté des producteurs d'andouille que de Mike Pence lui-même, tant la comparaison est blessante pour la célèbre saucisse. Bref, le flirt ce n'est jamais simple, même quand on a plus d'atouts que Kim Jong-un. Prenons par exemple un balâtre comme Patrick Cohen. Le bonhomme a tout pour lui. Le physique de Mario Lanza, la testostérone de Barry White. Professionnellement, il est bluffant. C'est grâce à lui que cette matinale tourne. Avec les titres de l'actualité, tout de suite... Ben, je les ai perdus. J'ai perdu ma feuille de titre, mais je vais la retrouver. Et pourtant, quand il tente de draguer en direct son invité de 9h, la chanteuse Zazie, ce n'est plus l'homme sûr de lui qui parle, mais l'enfant potelé et maladroit, le patounet timide qui fantasmait sur sa maîtresse de CE1. Hier, à 9h03, Zazie entrait donc dans le studio, patounet laissait échapper un... Oh. La suite est un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de drague, à savoir notamment rire bêtement à tout ce que dit la fille. Zazie, avec derrière votre voix un batteur qui assure... Non Patrick, ne jamais dévoiler son jeu si vite. Merci Julie. Entretenir le doute quant à ses intentions, c'est ça qui fait tout le sel de la séduction. Allez, on réessaye. Vous chantez quelqu'un qui n'est pas tout neuf mais pas si vieux, mais quelqu'un qui speed encore, c'est qui? Mon cœur. Aïe, vous êtes irrécupérable, Patoche. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour votre femme. Faut bien que quelqu'un y pense. Oui, bah, moi je penserais pas à votre émission. C'est dommage, parce qu'elle va être super. C'est vrai. On va parler de qui a inventé les frites, la guerre franco-belge, c'est vrai que c'est un plat d'été. Et retour sur la F1 avec Philippe Vandel, qui est un fan de F1. Les gens ne le savent pas, mais on va le découvrir. L'autre journal, donc. Oui, c'est ça. Rien ne s'oppose à midi. Évidemment, votre émission. Europe 1. Il est 8h-5. Patrick Cohen. Noël sans Mel Mathieu, vous avez passé un week-end entre un... Ni tristesse et infini soulagement puisque samedi vous appreniez coup sur coup que Pierre Bellemare était mort et que j'étais vivant. Et oui, samedi chargé émotionnellement puisque comme tout le monde j'apprenais le décès de Pierre Bellemare et parallèlement un texto m'informait que vous étiez sorti sain et sauf de Fort Boyard. Émission créée par Jacques-Antoine, l'homme qui justement a lancé la carrière de Pierre Bellemare et à laquelle vous participez Patrick pour la 2e fois avec l'équipe de C'est à vous, faisant honneur donc à l'expression chère à Pierre, la tête et les jambes. Oui. Inlassable touche à tout, capable de nous hypnotiser avec une friteuse, Pierre Bellemare avait bien sûr importé en France le concept du téléachat. Ce matin, les hommages se multiplient, unanimes comme celui très beau, très digne de Laurent Cabrol. En télé-shopping, un jour j'ai vendu un poste de radio intégré au papier toilette. Et on en a vendu 3. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Sinon,
sinon, côté météo, qu'est-ce que ça donne? Oui, bel hommage, Lolo. Mais à l'instar de Patrick Cohen, à l'aise en toutes circonstances, qu'il interviewe un ministre ou qu'il court derrière Passepartout, Pierre Bellemare restera surtout le symbole du mélange des gens réussis entre info et divertissement, de la caméra invisible à histoire vraie. Pour lui rendre hommage ce matin, je vous propose donc à mon tour une histoire vraie, celle de la première prestation de Patrick Cohen à Fort Boyard en 2013. Je peux en témoigner puisque j'y étais. Patrick était arrivé sur le fort avec la niaque d'un vrai compétiteur et l'assurance d'un pan à la saison des amours. Enjoué et rieur, il avait sauté du Zodiac en lançant à feu la boule. Coucou! On a préparé les sacs à dos, les pique-niques. Une insouciance qui devait là s'être rapidement douchée par la première épreuve dite des douves, où Patrick finirait les oreilles coincées dans une grille d'aération, un peu comme le père du commissaire Bialès dans La Cité de la Peur. Au moment de désigner le volontaire pour cette épreuve sous-marine, Patrick avait pourtant déclaré, tout ça est vrai, je cite, « Oui, l'apnée, j'en fais pas mal, ça devrait aller. » Un « j'en fais pas mal » qui semblait alors recouvrir d'un voile modeste une capacité respiratoire digne de Jacques Mayol. On allait en prendre plein les yeux avec celui qu'on surnommait déjà Poumon d'or. Hélas, au bout de quelques minutes, voyant Poumon d'or convulser dans la cage immergée du fort telle une truite épileptique dans les filets d'un chalutier, nous comprîmes que quelque chose ne tournait pas rond et que Patrick, tout champion d'apnée qu'il était, s'était coincé la tête dans la grille. C'est vrai? Non. Dans les eaux saumâtres du fort, sous les colibés-rieurs d'Olivier Mine, Patrick réalisait qu'entre un cours d'initiation à l'apnée dans la piscine de Sheraton de Miami et une épreuve de Fort Boyard, il y avait une différence. Le temps soudain s'arrêta, les pompiers s'équipèrent pour aller repêcher Patoche. À travers la grille, Poumon d'or s'exclama l'épitaphe eût été un peu courte pour un journaliste de l'envergure de Patrick. Dieu soit loué, notre champion fut secouru à temps, et même si cet accident ne fut pas sans laisser quelques séquelles neurologiques. Coucou! L'essentiel est qu'il soit parmi nous et qu'il ait pu remettre ça ce week-end. Bravo Poumon d'or, hâte de voir dans quoi tu t'es coincé cette année. Vivement cet été sur France 2. Et vous, Mathieu Noël, à midi, évidemment. Noël s'en mêle, Mathieu. Serge Dassault a donc disparu à l'âge de 93 ans. Les journaux lui rendent ce matin, en fonction de leur orientation, un hommage, disons, contrasté. Oui, Patrick, alors qu'à la rédaction d'Europe 1, nous étions tous extrêmement émus ce matin. Vous le premier, Patrick, dès votre arrivée à 4h, on a senti que vous étiez miné, ravagé par l'annonce de cette disparition. Coucou! Peine contrastée donc, mais réelle chez certains, surtout pour Nicolas Barré qui, de par sa petite taille, a failli se noyer dans ses larmes et qu'il a fallu réanimer en lui donnant des tapettes avec cette magnifique édition du Figaro titrant fièrement Serge Dassault, la France au cœur, exemplaire sur lequel la subversive Hélène Jouan avait malheureusement rajouté au feutre et les affaires au cul, ce qui a replongé Barré en syncope. Déjà qu'on avait mis toute une tactique en place pour l'empêcher de voir la une de Libé. Ouh là là, alors la une de Libé un peu moins solennelle et hagiographique que celle du Figaro, puisque le quotidien titre joyeusement Dassault tiré d'affaires. On retrouve bien là l'inélégance de Laurent Geoffrin se vautrant comme à son habitude dans la facilité en rappelant, c'est tellement convenu, les quelques menus pépins judiciaires du glorieux capitaine d'industrie, fraude électorale, dissimulation de comptes à l'étranger, mise en examen dans une enquête de système présumé d'achat de voix municipales en 2009 et 2010. Oh, ça va Lolo. Certes, à ce niveau de casserole, pour Dassault, c'était plus un caillou dans la chaussure, plutôt un dolmen dans la berloutie, mais de grâce, respectons le temps du deuil. C'est pourquoi ce matin, quand en conférence de rédaction, Patrick a proposé qu'on titre Serge Dassault, le Pablo Escobar français. J'ai dit non. Et pourquoi pas Serge le mytho? Non. Le temps du deuil, Patrick. Demain, si tu veux. Un journaliste, quel que soit le fond de sa pensée, est quand même tenu à un devoir de réserve. Il faut savoir masquer ses sentiments. Vous y êtes d'ailleurs admirablement parvenu hier, quand Daphné Burki vous a annoncé le nom de son invité et que, quoique trouvant la programmation un peu faible, vous avez néanmoins donné le change. C'est Michel Larocque qui vient nous voir aujourd'hui. Très bien. Un très bien qui laissait entendre assez clairement que vous ne comptiez pas écouter l'émission, mais qui avait le mérite de la politesse. Là, avec Dassault, c'est pareil. Restons polis et saluons, sinon l'honnêteté, du moins le génie visionnaire de l'esprit indépendant cher au Figaro. Fulgurant esprit indépendant qui déclarait en 2012, en plein débat sur le mariage pour tous, je cite, « On veut un pays d'homo, alors dans 10 ans, il n'y aura plus personne. Regardez la Grèce antique, c'est l'une des raisons de sa décadence. » Oui, Maurice, tu nous remets une suce qu'en Paris, je vais vous parler de César, parce que s'il n'avait pas été pédé, bref. Il n'y a pas qu'aux Échos qu'on est en deuil ce matin, à Philosophie Magazine aussi, ils doivent en avoir gros sur la patate. Le plus terrible, c'est le scénario. 16h15, Serge est en pleine forme. 16h17, il apprend la naturalisation de Mamadou Gassama, le Spider-Man malien sans papier. Il s'écrie « Un sarrasin ! Un sarrasin !» Fin de l'histoire. Voilà. Rien que pour ça, je crois qu'on se doit quand même de saluer la mémoire de l'entrepreneur audacieux qui était Serge Dassault, quelque part le Pierre Bellemare de l'aéronautique. Parce que réussir à vendre une yaourtière 300 balles payable en 17 fois sans frais, c'était déjà fort, mais refourguer un Rafale 110 millions alors qu'un F-15 en coûte 30 sans facilité de paiement, fallait quand même être un sacré cador. Chapeau l'artiste. Come fly with me, let's fly away.
Mathieu Noël, un petit mot sur votre émission de midi. Tout à fait, avec un teaser concocté par Axel de Tarlet lui-même. Canal+ va-t-il perdre le foot? M'a-t-il dit, c'était très vendeur. Et à quoi ressemble ce soir. À quoi ressemble la vie à Kaboul aujourd'hui avec Mélanie Nunes? C'est une émission contrastée. À tout à l'heure midi, Mathieu Noël. Europe 1. La suite d'Europe Matin, il est 8h moins 5. Patrick Cohen. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Ben oui, bonjour, vous arrivez. C'est vrai, j'arrive un peu comme une fleur. C'est vrai, j'ai raté le teasing. Autant pour moi. Samedi, vous aviez déjà été choqué que quelqu'un ait pu débourser 100 000 € pour une bouteille de vin jaune de 1774. Oui. Mais là, 1,150 milliard pour la Ligue 1, ça vous laisse sans voix. Oui, Patrick, écoutez, ça me laisse exactement comme vous lorsque Daphné Burki vous annonce qu'elle reçoit une actrice que vous surkiffez. Et notre invitée, c'est la comédienne Sylvie Testu. Pardon? Oui, eh bien, en découvrant le montant que les diffuseurs ont consenti à mettre sur la table hier soir pour la Ligue 1, moi aussi, Patrick, j'ai eu envie de dire « Oh !» alliant la sidération du journaliste et la candeur de Zaza Napoli dans la scène de la biscotte de la Cage aux Folles 2. Car oui, Zaza Cohen, 100 000 boules pour une boutange de vin du Jura, c'était déjà délirant. D'autant que l'acheteur, qui souhaite garder l'anonymat et que nous appellerons donc simplement Laurent C, l'aurait visiblement déjà bu. Les exercices sont par définition un peu plus présentes qu'elles ne le furent hier. Oui, non, 100 000 € la bouteille de blanc, ça fait cher. Mais sur l'échelle du hold-up, il y a mieux. Car Patrick, à côté du deal qu'a réussi hier soir la Ligue de football professionnel, l'attaque du train postal, c'était petit bras. 1,153 milliard pour avoir le droit de diffuser des Amiens-Angers, des Strasbourg-Dijon et les soirs de gala des Monaco-Guingamp au stade Louis II devant 15 pelés neurasthéniques dont le Prince Albert. C'est pas une bonne négo, Patrick, c'est Ocean's 11. Spadjari sans la prison. La patronne de la LFP, Nathalie Bois de la Tour, bois même du Château Latour comme on la surnomme désormais, s'est déclarée, je cite, satisfaite. Ah, tu m'étonnes. C'est comme si un type qui a joué par hasard un flash gagnant à l'euro million te disait « Oh oui, c'est bien, ça va permettre de voir venir. » Satisfaite, Nat? Non mais à ce prix-là, on va pouvoir travailler les poteaux à la feuille d'or, habiller les ramasseurs de balles en Gucci et remplacer les drapeaux de touche par des carrés Hermès. Peut-être même payer des cours de soutien à Ribéry. De là-haut, en tout cas, il y en a un qui couvre du regard la patronne de la LFP avec un grand sourire paternel et qui se dit que la relève est assurée. C'est évidemment le regretté Pierre Bellemare. Pierre qui en a vendu des conneries à des prix totalement déconnectés de leur valeur réelle. Presse agrumes réveil matin, grille-pain lampe de poche, 99,90 €, guillotine à saucisson, claquette à picot anti-myco, slip chauffant à panneau solaire, 149,90 €. Mais jamais, même un génie de la vente comme Pierre Bellemare n'aurait imaginé proposer la Ligue 1 à 1,1 milliard, soit plus que la Liga espagnole où chaque week-end on voit pourtant jouer Messi, Ronaldo et Griezmann. Alors que très franchement, à part le PSG, comment sont les équipes françaises globalement, Vincent? Elles sont nulles. Non, nulles. Non, nul. Non, Vincent, à la LFP, on préfère parler de déficit temporaire de compétitivité relatif à un environnement fiscal contraignant. Mais tout ça va donc changer. La thune va enfin pleuvoir en masse sur le foot français et la LFP va donc même pouvoir se payer le luxe d'embaucher Patrick Cohen pour apprendre le français à Franck Ribéry. Leçon 1, les liaisons. Franck, répète après moi. Laurent Cabrol, dans Europe Matin. Bon, vas-y, dans Europe Matin, mais c'est moche ça, monsieur. Peut-être Franck, mais c'est correct. Merci de le reconnaître, c'est correct. Il vous reste des slips chauffants à panneaux solaires? Oui, j'en ai en stock, Julie. J'ai même le modèle string pour l'été. Rien ne s'oppose à midi, donc votre émission tout à l'heure. Oui, avec une enquête sur les compteurs Linky. François Geffrier a enquêté pour nous et Alain Sirou sera là pour nous parler de petits meurtres entre spationautes. Je ne sais pas si c'est de la fiction ou si c'est un point juridique de meurtre dans l'espace, mais en tout cas, ça va être passionnant, palpitant comme chaque midi. À tout à l'heure, midi, Mathieu. Europe 1. Il est 8h moins 5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. C'est un événement européen. À 9h, je recevrai 2 comédiens de la série culte. D'ailleurs, Julie est tout excitée, elle m'en a parlé. De la série Game of Thrones. Oui, c'est sûr que c'est plus un événement européen que Jean-Louis Bourlange à 8h15. Néanmoins, quand vous dites comme ça, roulant des mécaniques, limite goguenard et sur un ton qui laisse entendre que c'est sûr, à 9h, je recevrai les comédiens de Game of Thrones. Je vous trouve un brin optimiste, Patrick, surtout au regard de l'expérience récente qui nous apprend qu'un invité culture à qui on avait dit 9h11 pétante peut tout aussi bien se pointer comme une fleur à 9h17, 9h23, voire comme Yann Kefelec hier pour l'apéro à midi moins le quart. Vous laissant en rade, pour ne pas dire comme un con, à devoir meubler avec Nicolas Caro, notre expert culture, qui avait préparé des questions pour votre invité, mais qui en revanche ne s'était pas préparé à devenir lui-même l'invité. Dès 9h03, l'inquiétude a commencé à se faire sentir quand la régie a annoncé n'avoir, je cite, foutrement aucune idée d'où pouvait être Kefelec. Patrick décidait alors de lancer la procédure d'urgence, nom de code Lapin Malin.
Procédure visant à tuer le temps en cas de retard ou carrément de lapin posé par l'invité. Le mot d'ordre, ralentir au maximum le rythme de la matinale à coup de digressions inutiles, voire grotesques, mais permettant de gagner un temps précieux. En brodant un peu, on peut ainsi gagner jusqu'à 10 secondes sur le moment où Julie donne l'heure. Oui, bon, ok, en brodant beaucoup. Et maintenant, Julie va vous donner l'heure debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Julie. Europe 1, 9h03. Bravo. Alors on le note, la procédure Lapin Malin est extrêmement discrète. Grâce également à Laurent Cabrol, expert en broderie radiophonique, la singère du cumulus, avec qui une phrase aussi courte que des orages éclatent sur une majeure partie du territoire peut devenir. Les orages éclatent, ils s'en vont, vous les attendez ici, ils sont là, vous les attendez là, ils sont ici. Hélas, malgré tous les efforts des uns et des autres, vint un moment où, Kefelec n'étant toujours pas là, Patrick a dû se résoudre à interviewer son propre chroniqueur, Nicolas Caro. Interview lunaire entre collègues, grâce à laquelle nos auditeurs ont pu découvrir toutes les réponses à toutes les questions qu'ils ne s'étaient jamais posées sur Nicolas Caro, notamment sa passion pour la mer. Bah oui, Patoche avait prévu d'interviewer Kefelec, il n'a pas eu le temps de faire d'autres questions. Il a juste changé Yann par Nicolas et c'était parti en mode Michel Drucker, sous l'œil émerveillé de Caro, ravi de se retrouver ainsi propulsé dans son Champs-Élysées. Votre passion, c'est la mer. Vous avez fait les Glénans, c'est ça? La première école de voile d'Europe. Vous avez un bateau à voile? Vous êtes bien renseigné. Voilà, sur l'île Dieu. Bon, la suite logique aurait dû être de proposer à Caro un duo avec les Gypsy Kings. Hélas, Patrick n'a pas réussi très longtemps à dissimuler le fait qu'il n'avait strictement rien à cirer des réponses de Caro. La mer, écoutez ça, c'est une innombrable goutte d'eau. C'est joli. Ouais, c'est bien. Ah, ils étaient loin, les... Formidable. Ou encore les... Claude Sérillon. Bref, on croise les doigts pour votre interview Game of Thrones. Patrick, espérons que les Ricains soient plus ponctuels que les Bretons. Et puis encore bravo pour votre sauce de l'impro hier. Mais au départ, personne n'y croyait. Bon bah à la fin non plus. Mais vous n'avez pas rendu l'antenne et ça c'est l'essentiel. Bravo mon champion. Mathieu Noël, qui attendez-vous à midi? J'attends Anissé Mbida et Nicolas Caro. Non plus. Il va certainement annuler. N'y comptez pas. Comment le numérique révolutionne le roman. Voilà un thème intéressant. Lapin Comment ça, voilà, d'accord. C'est passionnant comme thème. Lapin l'étouffé, donc. Ok, très bien. À midi, Mathieu Noël, on vous écoute.